Bonjour à toutes et à tous. J'ai lu pour vous Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Alors attention, classique. Attention, livre culte, livre fondamental. Et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour, disons, le cursus idéologique de Monsieur Fanon, n'étant ni socialiste, ni communiste, ni tiers-mondiste, mais je m'incline devant autant d'intelligence condensée dans un seul et même texte, devant autant de sincérité, autant de présence, et devant une pensée qui se déploie comme un muscle que l'on entraîne jour après jour. C'est tout simplement magnifique. Bon, il n'est pas étonnant que le livre ait été traduit en plus de 15 langues. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est que M. Fanon ait disparu à 35 ans, en 1961, trop tôt, comme tant d'autres génies. J'aurais bien aimé l'avoir face à moi, j'allais dire, mais j'ai pas cette prétention-là, mais du moins parmi nous, pour qu'il nous aide à éclairer cette époque, quitte à s'opposer à lui, mais au moins, euh, j'allais dire, quel génie, quelle présence, et puis de la part d'un Africain, enfin, il est martiniquais, mais il se considère, à mon avis, plus africain que caribéen. J'allais dire, donc de la part d'un Africain, ça, c'est fantastique. Je me sens fier d'être africain hein, aux côtés d'un type comme Fanon. Voilà. Je n'ai pas encore lu Césaire, mais ni Sédar Senghor, mais Fanon me rend fier d'être africain. Voilà. Bon. Sincèrement, je pense tout ce que je dis. Pour aller vite, donc, pourquoi lire ce livre? Bon, j'ai déjà un peu défloré le sujet, mais il faudrait d'abord, enfin, je commencerai en disant que ce livre est le livre d'un type enfin, d'un conteur. Fanon raconte en raisonnant. Donc son raisonnement est une histoire, ce sont des dizaines, des centaines de petites histoires. Et il raconte au fait le réel. C'est un conteur qui raconte la réalité pour la réenchanter, surtout pour l'expliquer. Je pense que lui, il veut d'abord expliquer la réalité, de la condition de l'homme noir et de la condition de l'homme colonisé, puisque les damnés de la terre parlent de la colonisation hein, qui est en train de vivre ces derniers jours, mais qui tenait encore bon dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Donc il raconte la condition de l'homme colonisé, mais il la raconte comme on raconte une histoire. Et il finit par la réenchanter. Non pas pour rendre la vie du colonisé comme la rendre idyllique, non, mais pour, disons, pour la rendre comme on fait une sorte de pièce de théâtre où se joue une tragédie qui est difficile, qui est douloureuse, il y a du sang, mais il y a aussi une libération. Libération de l'homme colonisé qui devient un homme, qui sort d'une espèce de léthargie, de paralysie, d'anesthésie, pour devenir un homme total. C'est-à-dire un homme qui rentre dans l'histoire. Hein. Ce sont les mots de Fanon. Fanon est un psychiatre, c'est un médecin psychiatre, et ça se retrouve tout le long de son livre. Et c'est aussi ce qui donne un peu la puissance de son livre, ce qui pousse ce qui justifie cette lecture, qui la rend non peut-être pas urgente, mais au moins extrêmement intéressante. Et c'est un psychiatre engagé dans, dans la marche de l'humanité. Hein. Enfin non, il n'écrit pas seulement pour les Noirs ou pour les Africains, ou pour les Arabes colonisés. Non, non, lui, il écrit pour l'humanité tout entier. Et il fait un diagnostic assez époustouflant et juste, hein, que je me garderai pour la fin de de ce podcast, de cette chronique. Bon, de quoi parle le livre? Bah, le livre, il parle tellement de choses qu'il est difficile de faire un résumé. Mais je commencerai en disant que Fanon explicite la condition de l'homme colonisé, de l'homme et de la femme colonisés. Et il dit en gros que la colonisation est une oppression qui a un impact psychologique sur les cerveaux, les âmes, les esprits des colonisés. Donc il décrit toute une série de maladies, de pathologies qu'il a vues en tant que psychiatre, puisqu'il a été psychiatre longtemps à Alger, mais aussi sur le côlon. Il raconte les pathologies, les symptômes qui sont présentés, qui sont manifestés chez des policiers français en Algérie qui torturaient. Voilà. Donc il y a toute une
plonger dans la peau, dans les muscles, dans le corps de l'homme colonisé, l'homme et de la femme colonisés, pour essayer de comprendre tous les mécanismes qui font qu'ils se font, enfin, qu'ils ont d'une part, enfin, dans un premier temps, ils ont l'air d'être passifs, lents, fainéants, et après ils passent dans une logique d'agitation, de violence, de criminalité, voire d'automutilation, avant la phase de libération nationale, qui est la phase de guérilla, d'insurrection par rapport aux colons. Euh, et Fanon, il dit, on dit souvent que les colonisés, enfin à l'époque, on est à la fin des années 50, que les indigènes sont violents, qu'ils se font du mal à eux, entre eux, pour un regard ou pour des sujets, pour des motifs insipides, enfin on va dire tout à fait léger et gratuit, une violence gratuite, dans des rixes, dans des bars, ou pour des histoires de terrain, ou de moutons, ou des choses comme ça. Il dit, au fait, non, il dit cette violence, c'est une violence d'autodestruction, puisqu'elle est une violence contenue. Puisqu'ils ne peuvent pas attaquer le colon, eh ben, ils s'attaquent contre eux. C'est une sorte d'évitement, une sorte de diversion. Il a des mots très durs aussi par rapport à la sorcellerie, même aussi par rapport à certains aspects religieux qui maintiennent, on va dire, qui canalisent à la danse. Il a une critique assez forte par rapport au rituel de la danse, qui un peu, voilà, amuse la galerie pour parler de manière un peu bancale, et qui détourne l'homme colonisé et la femme colonisée de sa véritable mission, de la vocation de sa génération, qui est de se libérer. Donc on se fait du mal à soi, on se bagarre, on boit, on frappe sa femme, ses enfants, on va danser, on va faire de la sorcellerie, on va prier, puis voilà, ça permet de continuer à supporter l'oppression. Donc la philosophie de Fanon, hein, je pense qu'on peut parler de philosophie, et c'est une philosophie de l'action. Ce n'est pas la philosophie de la plainte, de la critique, voilà, de l'amertume. Non, non. Fanon est dans l'action. Moi, il dit, il faut arrêter les raisonnements, il faut agir. Et agir pourquoi? Bah, pour commettre la violence, hein. Agir pour utiliser la violence comme un instrument politique pour se débarrasser du colonialisme. Donc ça veut dire tuer, hein. C'est pas, Fanon est très clair, hein. Ça veut dire éradiquer, exterminer le colon. Je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais on est bien dans cette logique-là, il s'en cache pas. Donc tuer, neutraliser, expulser le colon, l'éradiquer. Il n'y a pas de demi-mot avec Fanon, en tout cas par rapport à la situation coloniale. Il faut expulser le colon dans le sang, elle est là. Pour lui, la violence est une violence donc libératrice, pas seulement sur le point de vue politique ou de la souveraineté nationale, mais aussi sur le plan humain, psychologique, puisqu'elle libère le colonisé de toutes les pourritures, hein, c'est le terme utilisé, que l'on a injecté en lui durant des décennies, des siècles de colonisation, de soumission. Il se regarde dans une glace, il voit qu'il est capable d'agir, de changer le cours des choses, et il se libère en fabriquant une nation. Donc quand il prend conscience qu'il peut se libérer, quand il se libère, hein, ben, il se libère en créant une nation. Sa victoire à lui n'est pas seulement une victoire individuelle de son clan, ou de son parti politique ou de la guérilla, non, c'est la victoire de la nation qui accouche dans la douleur. Donc c'est une sorte de violence fondatrice, elle fonde la nation, et elle est fédératrice dans le sens où on oublie si on est homme, femme, noir, enfin, on veut dire kabyle, arabe, berbère, noir de l'ethnie A ou B ou C, on devient sénégalais, on devient malien, on devient congolais, on devient algérien, on devient égyptien, on devient africain, on se redécouvre arabe, et donc on est fédéré. Alors que le colonialisme nous maintenait à la fois dans la soumission, aussi dans la division. Division tribale, division entre hommes et femmes, division entre indigènes collaborateurs et indigènes va dire marginalisé tout en bas de l'échelle. Voilà, donc je me limite, enfin je fais une sélection forcément partielle ici, hein, pour pas trop m'étendre. Il y aurait 1000 critiques à faire à Fanon, hein. Les critiques enfin, elles vont de soi 60 ans plus tard, hein. J'aurais bien aimé mettre Fanon face à un Mobutu, un type qui a pillé le Congo Zaïre, face à un Mugabe du Zimbabwe. Je l'aurais bien aimé le mettre face au nouveau patron de l'ANC.
Pas Mandela, mais ceux qui l'ont suivi. Je l'aurais bien voulu voir Fanon en Algérie aujourd'hui, dans les années 90, hein, voir ce que le FLN a fait de l'Algérie, hein, face à Oussama Bin Laden, hein, qui sont autant, enfin toutes ces figures-là sont autant de gifles à la pensée de Fanon, à son enthousiasme, je vais dire un peu sa naïveté. En gros, Fanon disait il suffit de se débarrasser de l'homme blanc en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie pour que tout s'arrange en fait. Il suffit aussi, il a dit aussi qu'il faut continuer la révolution nationale. Non, il a dit que l'indépendance n'était pas suffisante, qu'il fallait se débarrasser de la bourgeoisie des pays sous-développés, bon maintenant on dirait émergents, disons des pays du tiers-monde, parce qu'elle va bloquer le processus. Donc c'était une double violence, se débarrasser de l'homme blanc et puis se débarrasser des bourgeois qu'il a laissés, donc les nomenclatura, les élites locales, qui ont repris le flambeau après. Et après, vous verrez, les choses s'arrangeront et on inventera un homme nouveau. Il n'a pas dit que ce serait automatique, hein, mais il a dit que c'était ça le chemin à suivre. Eh bien, 60 ans plus tard, ce chemin a été suivi nulle part. Et on voit les ravages de la corruption en Afrique, au Moyen-Orient et dans les pays émergents. On a envie de lui dire, bah, enfin non, tu t'es trompé. Mais là, ce serait lui faire un mauvais procès, parce que c'est déjà, nous, 60 ans plus tard, c'est facile de juger, mais on a vraiment envie qu'il soit là et qu'il débatte avec nous, parce que lui, il est entier, hein. Il est entier, sa biographie le démontre, hein. Il aurait pu rester en France, être un psychiatre en France, être payé par la fonction publique. Lui, il a déserté, hein. Il a déserté, il a rejoint les FLN durant les années 50, et puis il est parti vivre aux États-Unis. Il aurait pu, voilà, enfin, il aurait été, s'il avait survécu à sa maladie, je crois qu'il est mort de leucémie, il aurait pu travailler n'importe où dans n'importe quel régime africain qu'il aurait couvert de prébende. Donc, j'ai un immense respect pour Fanon. C'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à balayer d'un revers, enfin d'un revers de la main, à le critiquer, ou même le traiter d'extrémiste. En conclusion, la chose peut-être qui m'a le plus frappé chez Fanon, c'est à la fin d'ailleurs des damnés de la Terre où il fait une analyse assez juste et assez époustouflante de l'Europe et de l'Occident, États-Unis inclus, où il dit qu'il y a que l'homme noir, enfin bon, disons que l'homme des pays émergents des tiers-monde, je dis homme et femme parce qu'il était féministe aussi, Fanon, ils n'ont et l'homme, disons que l'homme colonisé, l'homme du tiers-monde ou l'homme nouvellement libéré, on va dire, il n'a rien à attendre de l'Europe. Il demande à nous détourner du modèle européen, qui est selon lui arrivé à bout de souffle, hein. Le livre a été publié en 61, donc il fallait de la vision, hein, pour dire ça. Et il dit que l'Europe n'a pas à donner des réponses à l'humanité, qu'elle n'a plus rien à dire à l'humanité, et qu'il faut se retrousser les manches pour inventer une nouvelle civilisation hors de l'Europe, qui tourne le dos à l'Europe, anti-européenne. Et cette civilisation-là lui incombera de donner les réponses à l'humanité que l'Europe n'a pas pu donner, offrir. Moi, ça me rappelle Saïd Qutb, l'Égyptien, qui, à la même époque, hein, en 65, publiait Ma'alim fi Tariq, des repères sur la route, et qui disait la même chose. Il dit il nous faut l'Europe est finie, elle doute, que ce soit l'Europe communiste ou l'Europe capitaliste, enfin l'Occident communiste, pardon, l'Occident capitaliste, libéral, ou l'Est, le bloc de l'Est, enfin l'homme blanc a failli, il est à bout de souffle, et il ne faut pas être impressionné par son génie industriel. D'ailleurs, Fanon dit la même chose, il dit il n'y a rien il ne faut pas avoir le complexe d'infériorité par rapport à l'inventivité ou à l'avance technologique des Européens et des Occidentaux. Ça ne veut rien dire, parce que leur problème, leur affaissement, il est moral. C'est-à-dire, les deux pensées, hein, se retrouvent ici. Il y a une coïncidence saisissante entre la pensée de l'islamiste Saïd Qutb, du salafiste Saïd Qutb, et du communiste tiers-mondiste Fanon, quoi. Tiers-mondiste, laïque et tout. Donc, incroyable, hein, ces deux hommes ont écrit à peu près la même chose. Enfin, ils sont pas d'accord sur le reste, mais ils ont eu la même vision, la même vision prémonitoire, à peu près à la même époque. Et j'ai envie de dire qui a gagné au final? Est-ce les idées de Fanon ou les idées des salafistes? Je vous laisse cette réponse, je vous laisse le soin de répondre à cette question et je crains que la réponse ne soit glaçante pour nous autres modernistes. Merci, à bientôt.